9h31, parlons des retraités. Pourquoi ? Bien parce que l'actualité nous dit que les retraites de la fonction publique, de la sécurité sociale seront augmentées à partir de janvier de 5,2%. Quant aux retraites complémentaires, on va attendre mercredi puisque les partenaires sociaux sont en discussion. Je crois que la discussion est en train d'aboutir. Une augmentation, je ne sais pas messieurs si vous avez des informations, devrait être comprise entre 4,5 et 4,8, d'après ce que j'ai cru comprendre des discussions entre le patronat et les syndicats. Bien. Les retraités sont-ils des privilégiés en France ? Pourquoi est-ce que je pose la question ? Parce que j'entends cette petite musique. Les retraités sont des personnes protégées dans notre pays pour des raisons électorales en particulier. Les retraités, finalement, ce sont ceux qui vivent le moins mal dans notre pays, etc., etc. Vrai ou faux? Pour en parler avec nous, Fernan Aziari, qui est consultant en politique publique et délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Dany Lang, qui est maître de conférences en économie à Paris 13, membre des économistes atterrés. Dany Lang, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les retraités français sont des privilégiés? Qu'en pensez-vous, monsieur Aziari? Fernan Aziari. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà restituer quelques éléments afin de comprendre pourquoi la revalorisation des retraites est, à mon avis, une anomalie. Ah bon ? Aujourd'hui, les retraités, contrairement aux clichés que l'on entend, figurent parmi les catégories sociales les plus riches du pays. Un chiffre pour vous en convaincre, alors qu'ils forment 27% de la population, les plus de 60 ans détiennent environ 60% du patrimoine financier et non financier. Le reste de la population se partage. Non, mais Ils ont travaillé toute leur vie. Je vais y venir. Donc, ils ont en effet, ils sont surreprésentés parmi les catégories sociales les plus riches du pays. Alors jusque-là, vous avez raison, rien de scandaleux, puisque en effet, il est normal. Ils sont en fin de vie. En effet, il est normal que lorsque vous avez travaillé et épargné pendant 40 ans, il est tout à fait normal que vous ayez plus de patrimoine que le nourrisson qui vient de naître, ou que l'étudiant qui est en train de commencer sa vie. Tout ça est parfaitement normal. Simplement, le problème est ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les retraités et les seniors ne se contentent pas de vivre des fruits de leur travail et de leur épargne légitimement accumulés tout au long de leur existence, mais notre système de retraite par répartition est conçu de telle manière qu'ils siphonnent également les revenus de leurs enfants et de leurs petits-enfants, pourtant plus pauvres qu'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 28% du revenu des jeunes actifs qui est amputé pour financer des retraités pourtant beaucoup plus riches qu'eux, au nom d'une conception de la solidarité intergénérationnelle qui est mal comprise. Mais ça a toujours été comme ça. Non, alors ça n'a pas toujours été comme ça. Pas toujours été, mais enfin depuis. Non. C'est une réagir. nouveauté qui est le fruit de l'instauration de notre système de retraite par répartition en 41 par le régime de Vichy. Jusqu'à maintenant, les seniors, en effet, étaient toujours plus riches que les actifs, mais les seniors vivaient essentiellement de leur épargne et de celle de leurs parents via l'héritage. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'ils vivent de leur épargne, ils bénéficient de l'épargne de leurs parents via l'héritage, mais ils contribuent aussi à ponctionner une partie des revenus de leur jeunesse qui est pourtant beaucoup plus pauvre qu'eux, j'insiste là-dessus, puisque les jeunes sont par définition plus pauvres que les vieux, là où la solidarité intergénérationnelle commanderait au contraire que les seniors se montrent plus solidaires à l'égard des jeunes actifs et soulagent le fardeau qui est le leur aujourd'hui. Je sens que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Dany Lang. C'est le moins qu'on puisse dire, donc je vous ai laissé parler. À mon tour, je vais élaborer. Non, je ne suis pas du tout d'accord pour désigner les retraités comme étant des privilégiés. Alors certes, ils font l'objet de plus grands soins politiques, c'est évident. Ils vont avoir une revalorisation, après plusieurs années quand même de revalorisation extrêmement faible, supérieure à l'inflation cette année, qui ne rattrape pas l'ensemble de l'inflation de ces dernières années, on en est bien d'accord. Il faut rappeler que l'augmentation du point d'indice de la fonction publique a été de 1,7. Et il faut rappeler quand même que les gens au voisinage du SMIC n'ont pas été augmentés comme le SMIC, ce qui est d'ailleurs un problème dans notre pays. Mais enfin, c'est un autre problème. Donc moi, je ne dis pas que quelqu'un qui a 1550 € brut par mois en moyenne est un privilégié. C'est pas ça les privilégiés. Et comme d'habitude, on
pointe du doigt des catégories plutôt que de regarder la vraie répartition. Parce que là, dans un monde normal, vous aviez l'air tout à l'heure de faire comme si on était dans un monde normal. Effectivement, on accumule du patrimoine au cours de sa vie, on peut espérer à la retraite avoir une maison, avoir ce genre de choses. Mais il faut bien regarder la répartition du patrimoine. Hein. Les 50% en France les plus pauvres ont zéro patrimoine. Ils ont 8% du patrimoine national, tandis que les 50% les plus riches ont 92%. Donc il ne suffit pas de travailler pour accéder au patrimoine. Il faut hériter aujourd'hui pour accéder au patrimoine. Et si on regarde même les 1% les plus riches dans notre pays, ils ont 1,7 milliard en moyenne, 1,7 milliard de patrimoine accumulé en moyenne, et ils ont en moyenne 15 000 euros net de revenus par mois après impôt. Donc on ne parle pas du retraité moyen ici, pas du tout. Je vous rappelle que le retraité moyen en net, c'est à peu près 1300, 1350 euros par mois. 1350 euros par mois aujourd'hui, notamment dans une ville, mais même à la campagne, c'est compliqué. Bien sûr, mais Fernand Aziari, vous n'auriez pas augmenté ? Non, au contraire, moi je pense aujourd'hui... Vous n'auriez pas augmenté les retraites ? Au contraire, je pense... C'est-à-dire, vous les aurez baissés ? J'aurais baissé, alors pas celui qui a une retraite de 1400 euros, il se serait retrouvé avec 1300. On ne vise pas ces retraités-là. Excusez-moi, tout à l'heure, monsieur Dany Lang, effectivement, parlait de la distribution entre les plus pauvres et les plus riches. Ce que vous oubliez, cher Dany, c'est qu'aujourd'hui, les pauvres sont sous-représentés parmi les seniors. Ça, c'est une réalité. Et les riches sont surreprésentés parmi les seniors. C'est une réalité aujourd'hui. Oui, parce que les pauvres étant majoritairement ouvriers meurent plus tôt. Donc, et que les jeunes sont évidemment beaucoup plus pauvres que les riches. Donc, mais le problème n'est pas une question, encore une fois, de répartition des richesses. Il est, je l'ai dit tout à l'heure, parfaitement normal que les seniors soient plus riches que les jeunes. C'est l'inverse qui serait inquiétant. Si à la fin de votre vie active, vous avez moins de patrimoine que vos petits-enfants, c'est qu'il y a eu quand même quelques soucis dans votre parcours. Le problème ne tient pas aux retraités en tant que tel, il tient à la nature même de notre système de retraite. C'est-à-dire que la France, à l'inverse d'autres pays, a fait le choix d'instaurer un système par répartition, en tout cas a fait le choix de faire reposer la majorité des pensions sur un système par répartition. Or en économie, la retraite par répartition, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que le niveau de vie des retraités dépend de leur capacité à dégrader celui de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc vous avez un conflit de répartition. Alors que la vraie solidarité intergénérationnelle consiste pour les parents à se montrer suffisamment prévoyants pour transmettre à leurs descendants une meilleure existence que celle qu'ils ont eux-mêmes vécue. Ça, c'est la théorie. Mais non, c'est la pratique. Une meilleure existence. Mais comment feriez-vous ? Mais c'est précisément... Et la vraie solidarité intergénérationnelle consisterait pour les parents à transmettre le moins de passifs possible à la génération suivante et le plus d'actifs possible. Et notre système de retraite fait malheureusement l'inverse parce que nous avons fait le choix de mépriser la capitalisation au profit d'un système par répartition. Je peux. Déjà, première chose, si on regarde l'ensemble des actifs et qu'on regarde la dette, contrairement à un mythe bien répandu, on transmet aujourd'hui plus d'actifs que de passifs aux générations à venir. Donc ça, c'est très clair. Vous pouvez regarder tous les chiffres, toutes les études. Et là où Fernand veut en venir, il aimerait bien un système par capitalisation. Tout à fait. Mais dans un système par capitalisation, vous jouez en fait votre retraite au loto. C'est-à-dire, si la bourse va bien, vous transmettez, vous avez une retraite. Et si la bourse va mal, vous vous retrouvez comme beaucoup de retraités américains à travailler jusqu'à votre mort, à faire des petits boulots, même si vous tenez à peine debout. Tout le monde a déjà fait cette expérience, tous les gens qui sont allés aux États-Unis, de se retrouver avec un serveur qui quel est le taux de rendement interne en plateau droit. Donc j'en suis désolé, jouer la retraite au loto, c'est très mais on ne va pas ouvrir un débat sur la retraite par répartition. Non, c'est le débat. En fait, c'est le débat. Je comprends, pour vous, c'est le débat. Non, c'est le débat. C'est le débat parce que encore une fois, le niveau de vie des retraités ne poserait aucun problème s'il était le fruit d'un système d'épargne. Le niveau de vie des retraités ne poserait strictement aucun problème si ce niveau de vie était la contrepartie d'une épargne et d'un investissement. Oui, si la bourse va bien. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, nous avons fait le choix d'un système de répartition. Et pardon, cher Dany, cette distinction, elle est un tout petit peu fallacieuse parce que jusqu'à preuve du contraire, un système de retraite par répartition n'est pas complètement
indépendant de la conjoncture économique. Vous savez très bien que si le taux de rendement du système de retraite par répartition ne cesse de diminuer depuis son instauration, il était de 2,5% pour la génération 70, il est de 1,7% pour la génération 90. Et certaines estimations, part du principe qu'il pourrait devenir négatif pour la génération. Donc, quand vous avez une croissance molle, ça impacte aussi indépendant de la conjoncture économique. J'ai dit qu'on ne joue pas au loto. Les marchés financiers demandez, monsieur, aux Grecs qui ont vu leur pension amputée de 40% si la répartition est complètement dépourvue de risques. Ce n'est pas vrai. D'accord. Il est 9h42, mais je ne voudrais pas qu'on ouvre. Je sais que vous pensez que c'est lié. En fait, c'est le sujet principal. Nous avons un système actuel. Oui. Moi, dans ce système actuel, c'est celui-là. Je voudrais savoir si dans ce système, les retraités sont des privilégiés ou pas. Eh bien, non. Je ne dirais pas privilégiés parce que je pense que c'est un système perdant-perdant en réalité. Et on expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi. Perdant-perdant. Donc c'est un système perdant-perdant. Ce sont des perdants aussi. Ce sont des perdants aussi parce que dans la mesure où, en effet, alors peut-être vous voulez faire non, on va ce sujet plus tard. Très bien. Vous allez expliquer. 9h42, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h46. Donc, Fergan Aziari, lui, aurait baissé le montant des retraites. Tout à fait. Alors que le montant des retraites... Baisser le montant des retraites pour quelqu'un qui vit avec 1 300 €, pardon, par mois, Fergan, mais ça me paraît difficile, non? Je laisse d'abord la parole à monsieur Danino. Vous auriez limité là, vous auriez... je viserais les retraites, oui, les plus aisées. Non, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire de chiffres tout de suite. Vous pouvez savoir, si. Mais le fait est, encore une fois, qu'il faut arrêter... En dessous de moins de 4 000 €. Le profil type du retraité actuel n'est pas... je veux dire, encore une fois, je le rappelle, les retraités, les plus de 60 ans, ont plus de 60% du patrimoine national. Il faut arrêter de faire comprendre. Mais non, mais il faut arrêter de faire croire que les plus pauvres sont aujourd'hui chez les seniors. Il y a un effet de composition parce que comme on en a convenu tous les trois tout à l'heure, les retraités les plus aisés, ceux qui ont eu les métiers les moins éprouvants physiquement, bien sûr, vivent plus longtemps. Donc il y a un effet de composition lié au patrimoine. Donc je vous rappelle que les 1% de la population les plus riches possèdent 1,7 milliard en moyenne. Alors que les 50% les plus pauvres ont ils ont 8% du patrimoine national. Donc il y a un effet de composition ici. Moi, je pense que c'est bien qu'on augmente les retraites. Effectivement, ça peut paraître comme électoraliste, mais en même temps, je rappelle que les retraites n'ont pas été rattrapées. Et moi, je préfère qu'on tire tout le monde vers le haut plutôt que d'emmener tout le monde vers le bas. Et juste un mot, parce qu'effectivement, c'est pas le débat ici, sur ces histoires de fonds de pension. Une fois de plus, les fonds de pension, quand la bourse va bien, quand les actifs financiers vont bien, ça, on touche bien. Mais c'est l'OCDE qui montre que le taux de rendement de retraite des fonds de pension est supérieur au taux de rendement interne des systèmes de retraite par répartition français. Évidemment, on a ce système et le débat. Revenons à cette... On aurait pu aussi, le débat avait été plus ou moins lancé par le gouvernement avec la retraite par points. C'est pas la même chose que la capitalisation par points. Je sais que c'est pas la même chose. Mais c'était une ébauche. Pour moi, c'est pas et pardon de vous dire, mais la retraite par capitalisation existe dans la fonction publique. Vous avez raison. Et ils sont très contents. Ils ont un taux de rendement interne qui est bien supérieur. Et ce système-là est vertueux. Parce que dans un système de retraite par capitalisation, vos pensions, elles ne s'obtiennent pas au détriment des générations futures. Elles sont la contrepartie d'un investissement qui a enrichi la collectivité. Mais c'est un investissement en capital qui a enrichi la collectivité. Quand vos pensions sont la contrepartie d'un investissement productif, dans ce cas-là, elles sont le reflet d'une amélioration de l'économie nationale. Le problème aujourd'hui, c'est que le débat, les retraités en effet ne sont pas des privilégiés. Moi, je n'aime pas ce terme. Mais vous avez. Allez-y. Est-ce que je peux avoir la parole? Allez-y, prenez-la. Vous dites c'est le produit d'un investissement productif. Enfin, j'aimerais quand même rappeler que l'essentiel de l'épargne aujourd'hui n'est plus investi. Au début des années 80, on était à 2/3. Aujourd'hui, on est à 1/3. Et d'ailleurs, l'investissement n'a pas besoin d'épargne pour se faire. Donc, il faut arrêter ça. Ça part dans des produits qui sont souvent très bizarres. Moi, je suis pas opposé à une toute petite dose de capitalisation comme Tréfonds, qui effectivement fonctionne et qui fonctionne de manière très prudente. Le problème, c'est quand vous faites dépendre l'ensemble des pensions de la bourse et de produits qui sont quand même... ce serait un meilleur système. Je ne sais pas. La capitalisation, on la pratique de fait quand on achète un appartement. Enfin, aujourd'hui, les retraités sont plus souvent propriétaires de leur résidence principale. C'est une forme de capitalisation.
capitalisation. L'assurance vie. Exactement. Et pourquoi je dis d'ailleurs que les retraités ne sont pas des privilégiés. C'est un système qui est perdant-perdant en réalité. C'est ça le pire. C'est-à-dire que quand on regarde dans l'histoire, quand on regarde les cotisations que les actifs d'hier ont payées, on se rend compte que si ces cotisations avaient été placées sur les marchés financiers, en réalité, ils auraient rapporté beaucoup plus que les pensions actuelles. Pire, ça c'est du capitalisme. C'est du capitalisme pur, mais en effet, c'est surtout, le système par répartition inflige une perte de chance à tout le monde. Écoutez, vous parliez d'auditeurs, et ben voilà une auditrice, Anne-Marie, qui est à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour messieurs. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez dire Anne-Marie ? Moi, je suis particulièrement outrée par vos paroles, pas par vous-même, par Monsieur Aziri. Aziri. Voilà, excusez-moi. Je suis choquée d'entendre ce monsieur dire qu'il aurait fallu baisser les retraites. Choquée d'entendre dire que les enfants, que les parents sont plus riches que leurs enfants et prennent ce que peuvent avoir leurs enfants. 28% des cotisations. Je n'ai plus de mots. Là, vous partez sur des retraites 1 500 € net par mois. Vous avez des gens qui ont 700, 800 € de retraite par mois. Je ne parle pas de cela, madame. Je ne parle pas de cela, évidemment. Mais bien sûr, mais ils existent, monsieur. Je suis désolé, ça fait depuis la loi Fillon, on est censé ne plus avoir, depuis 2003, on est censé ne plus avoir de retraite inférieure à 1 000 €. C'est bien la preuve que ça n'existe pas. Et ça existe encore. Ça existe encore. C'est la volonté de la réforme, nous verrons bien. Oui, ça en 2003, on vous a déjà fait le coup. Madame a parfaitement raison. Et qui plus est, monsieur, quand l'on regarde nos feuilles d'impôt, que l'on fait une déclaration, et je ne suis pas la plus à plaindre. J'ai 11 859 d'impôts par an, ce qui vous donne à peu près une équivalence de 1100 € par mois. Quand vous avez un loyer à payer, quand vous avez toutes vos charges à payer, mais franchement, est-ce que ça vous arrive, monsieur, de vivre avec des revenus de 200 ou 300 € par mois? Vous avez travaillé depuis l'âge de 14, 15 ans, 16 ans. Vous n'avez jamais arrêté et vous survivez maintenant. Et vous êtes hyper angoissé à l'idée de vous dire quel va être mon avenir demain. Comment je vais faire pour payer une maison de retraite, c'est mouroir. Comment on fait? D'accord? Et ensuite, quand vous parlez de nos enfants, les grands-parents aujourd'hui sont tellement mis à contribution pour aider justement les enfants à élever leurs propres enfants puisqu'ils travaillent. Est-ce que vous en parlez de ça?